Rebonsoir à tous. Je vous ai annoncé tout à l'heure le Dream Tanks de 20 heures, le mien. Donc, travail, passion, le rôle de l'éducation nationale. C'est mon premier Dream Tank. Je suis ravie de le faire ce soir avec vous. J'espère qu'on va être quelques-uns. Donc, je sais que dans la règle, il faut attendre d'être 7 pour commencer à aborder le sujet. En attendant, peut-être que je peux juste vous dire deux, trois mots de là où je vous parle, c'est-à-dire d'où je viens, pour pouvoir que ça vous donne une idée des positions que je vais, défendre ce soir. Concrètement, concernant l'éducation nationale, donc moi je m'intéresse beaucoup à la pédagogie alternative, au changement qu'on pourrait apporter à l'éducation nationale. Je m'investis auprès de la jeunesse et des jeunes en particulier, entre autres dans une association où on accompagne des jeunes filles issues de milieux modestes, de banlieue, âgées entre 14 et 20 ans. Et pendant les vacances scolaires, on leur offre une semaine pour aller découvrir leurs ambitions, leur potentiel et pouvoir s'ouvrir les yeux et le monde en les inspirant de manière à ce qu'elles puissent faire des choix de parcours scolaire et professionnel en conscience de ce qu'elles sont vraiment, de ce qu'elles ont vraiment envie de faire, et non pas de ce que leur cadre social, environnemental ou même scolaire leur offre, puisque généralement c'est assez restreint. Ça tourne toujours autour des mêmes métiers, autour des mêmes petites ambitions, j'ai envie de dire vraiment, parce qu'elles se cantonnent à se projeter sur des métiers très très basiques, sans pouvoir s'imaginer faire mieux que secrétaire ou assistante maternelle ou des métiers qui somme toute sont très honorables mais qui sont pas forcément des métiers qu'elles auraient choisis elles-mêmes mais seulement influencés par leur éducation. Donc ça c'est pour le côté éducation nationale. Et à côté de ça, moi, je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Toi, c'est toi job. Donc, c'est pas pour faire la pub, c'est juste pour vous expliquer la position que je défends par rapport au travail passion. Donc, moi-même, j'ai un parcours autodidacte et j'avais envie, suite à des accompagnements que je fais auprès de jeunes en insertion professionnelle qui ont quitté l'école sans diplôme, j'avais envie de proposer une solution pour dépasser le mode du CV, qui est une vraie barrière pour les gens qui n'ont pas de diplôme, puisqu'ils ne passent même pas la ligne du mail pour accéder à un entretien d'embauche. Donc grâce aux technologies, je porte un projet d'une plateforme numérique où je propose une nouvelle manière de recruter, qui s'adapte aux gens qui sont autodidactes, qui ont des parcours atypiques, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais vraiment des compétences, une passion, et qui voudraient la mettre au service d'un travail. Et donc pour ça, voilà, j'offre une nouvelle approche. Donc d'où ma proposition ce soir de parler avec vous de travail-passion, le rôle de l'éducation nationale. Tout est lié, tout est en lien, l'avant, l'après. Donc je vois qu'on n'est pas nombreux, on n'est que trois. Euh, donc bah, Peut-être que les trois peuvent se manifester, que je puisse voir déjà qui est en ligne avec moi, qu'on puisse discuter en attendant. Je vois qu'il y a Grazia qui me dit hello. Donc Grazia qui est ma tutrice, qui m'a formée aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce premier d'été. Euh, Sinon, je vais peut-être vous lire un texte de Ken Robinson que j'aime beaucoup, donc qui fait beaucoup pour faire évoluer les mentalités dans l'innovation de l'éducation nationale et qui a été très, on va dire, starisé grâce à un TEDx qu'il a fait. Et donc j'avais pris en note son discours traduit en français qui s'appelle Révolution tentaculaire. Je vais peut-être vous le lire en attendant. Alors, nous sommes coincés dans un système d'éducation incapable de gérer le changement de société, car pris dans une rivalité de commande et contrôle de la part des politiciens et de fonctionnaires qui croient devoir garder le contrôle au centre. Nous avons besoin d'une révolution en éducation pour s'arrimer à la révolution sociale. Mais c'est une révolution qui devra être tentaculaire. Elle devra venir des pratiques des écoles d'individus qui pensent et agissent différemment. De quoi aura l'air cette révolution? Elle est déjà en marche. Les pratiques et les façons de voir l'éducation changent, les élèves changent et les technologies changent.
les relations entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Pour les élèves, le système d'éducation, ce n'est pas ce qui se passe dans les bureaux ou au ministère, c'est leur école, c'est leur place. Si vous êtes un directeur, vous êtes le système d'éducation pour vos élèves dans votre école. Si vous êtes un enseignant, vous êtes le système d'éducation pour vos élèves dans votre classe. Si vous changez vos pratiques, si vous changez votre façon de voir, l'éducation et le monde, vous changez le système d'éducation pour eux. Et si suffisamment de personnes changent et qu'elles sont unies et cohérentes, cette façon dont elles changent, c'est un mouvement. Et quand suffisamment de personnes sont en mouvement, c'est une révolution. Les révolutions proviennent toujours de la base. Les gouvernements ne sont pas contre leurs propres organisations et ne font pas la révolution à l'encontre de leur propre politique. Non, les révolutions, elles vont de bas vers le haut. Et si les politiciens y sont sensibles, ils embrassent la cause et disent que c'était leur idée. C'est correct, ils peuvent avoir ça. Voilà, ça c'est un texte qui est tiré de la conférence TEDx de Ken Robinson en décembre 2012. Donc j'aime beaucoup. On est 7, oui. Donc Grazia me dit qu'on est 7. Go. Ok. Super texte, merci. Oui, effectivement, Ken Robinson, c'est quelqu'un de vraiment très inspirant, qui a fait de nombreuses conférences et des livres. Donc pour les gens qui s'intéressent à l'évolution de l'éducation, je pense que c'est une très très bonne référence. Donc on est 10, donc c'est parti. Talent, passion, le rôle de l'éducation nationale. Donc comme je disais en entrée de TEDx, moi je m'intéresse beaucoup aux évolutions et aux perspectives d'innovation dans l'éducation nationale. Donc ce qui me motive aujourd'hui à faire ce DT, c'est parce que je suis impliquée dans une association où j'accompagne des jeunes filles de banlieue de 14 à 20 ans pour les aider à s'inspirer et à trouver leur voie en choisissant un parcours professionnel et scolaire qui soit vraiment en lien avec ce qu'elles sont. C'est un parcours qui me semble d'utilité publique, donc à tel point que j'imagine que ce genre de parcours devrait s'intégrer au parcours scolaire des jeunes. C'est un parcours vraiment où de l'ordre de l'initiation. Donc je parlais de ça tout à l'heure avec Grazia. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui dans le parcours d'un adolescent, c'est ce moment où il va pouvoir se questionner, vraiment douter, aller chercher qui il est vraiment et c'est ce dont il a envie dans la vie. Hello Béatrice. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune chose existante dans ce sens-là. Alors souvent on fait référence à l'époque au service militaire où on pouvait penser que c'était le passage initiatique pour les garçons on va dire de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui n'est pas forcément quelque chose où tout le monde partage cet avis en tout cas. Mais bon, ça semble être une forme d'initiation. Aujourd'hui, il n'y a aucune initiation. Je prends des exemples. Par exemple, il y a des tribus africaines qui, lorsque l'enfant atteint l'âge de 15 ans, il prend ses bagages et part tout seul une année et quitte le village et part faire des expériences tout seul pour vraiment aller à la quête de lui, découvrir le monde, mais surtout se découvrir face au monde. Et donc, ce qui lui permet de revenir en sachant qui il est, ce qu'il est capable de faire et donc du coup ce qu'il a envie de faire. En Suède, les étudiants, lorsqu'ils ont terminé le passage lycée et qu'ils obtiennent leur bac, ils doivent réaliser une année de césure avant d'intégrer les écoles supérieures ou l'université. C'est une année qui leur permet d'aller à la découverte d'eux-mêmes. Donc c'est une année qui va leur permettre de voyager, qui va leur permettre d'aller même développer une passion s'ils ont envie. En tout cas, quelque chose qui va leur permettre de découvrir qui ils sont. Aujourd'hui, je trouve que à l'intérieur du parcours de nos enfants, de nos adolescents, il n'existe rien du tout, mis à part une conseillère d'orientation professionnelle à qui on attribue 200 élèves par conseillère et qui n'a peut-être que 2-3 heures à leur consacrer dans l'année sur leur orientation. Et mis à part ça, il n'existe rien du tout.
pour ses enfants, pour ses adolescents, pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions, découvrir qui ils sont. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose. Grazia, passage de l'enfance à l'âge mûr, moment capital important en tant que passage. Oui, exactement. Je trouve que c'est vraiment le moment charnière qui va permettre justement peut-être d'arriver au sujet qui nous intéresse cette semaine, le travail passion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je fais pour découvrir qui je suis et ce dont j'ai envie. Si ce n'est que par peut-être un moment qui m'est réservé, où je vais pouvoir expérimenter, où je vais pouvoir me questionner, et surtout me questionner pas tout seul, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui se fait individuellement, c'est quelque chose qui peut s'imaginer collectivement. Je pense que c'est par et avec les autres qu'on trouve le sens. Quand on dit trouver un sens à sa vie, ah, on a été coupé quelques secondes. Donc, comme je disais, je ne pense pas que trouver un sens à sa vie, ça se réalise seul. Je pense que ça se réalise vraiment par et avec les autres. Et c'est de ce sens-là dont les enfants, les adolescents ont besoin pour franchir le cap de l'âge adulte et pouvoir être des adultes épanouis dans un monde du travail qui devient bien sûr de plus en plus compliqué, mais où on sent bien que la nouvelle génération, la génération Z, pousse, pousse les adultes, pousse les entreprises, pousse le nouveau monde à réfléchir autrement leur place dans le travail. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté exprimée de la part de la nouvelle génération à trouver... Ah, ça coupe, ouais, je suis désolée. Il y a des petits moments de coupure. Enfin, moi, je les vois, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Donc voilà, donc travail passion, je pense que il y a très peu de chances d'accéder à un travail passion sans qu'en amont il y ait eu vraiment euh, un passage initiatique, un temps pour réfléchir et, euh, et pour se penser avant d'y arriver. Elisabeth, qu'est-ce que tu m'as dit? Qui peut les y aider? Nous, les parents, les conseillers d'orientation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que heureusement, euh, l'éducation est pensée dans d'autres pays que la France, où ils sont un peu plus en avance que nous. Il y a des modèles qui se profilent, qui sont intéressants, qu'il faudrait suivre pour voir si ils donnent des résultats. Je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, alors, au Canada, les États-Unis sont très en avance et très précurseurs en termes d'innovation pédagogique. On a donc plusieurs introductions de différentes manières. Déjà, la manière de réfléchir l'école. Donc, c'est pas tout à fait le passage initiatique dont je vous parle, pardon, mais c'est déjà une manière d'offrir une autre vision de l'école. Et donc, du coup, d'offrir aussi des moments de partage pour se confronter aux autres et donc à soi, et donc vraiment réfléchir à ce qu'on a envie. Donc, il y a des modèles qui sont la classe inversée, dont Shervin avait parlé la dernière fois. Il y a les modèles de classe mixte, de modèle mixte, qu'on appelle modèle mixte, où on est moitié avec l'enseignant et moitié d'apprentissage en ligne. Euh, donc ça permet de se détacher, ça permet d'offrir la nouvelle approche de ce que devrait être l'école aujourd'hui, donc qui est essentiellement axée sur l'accès au savoir, alors que aujourd'hui l'école devrait apprendre aux enfants à s'adapter, elle devrait leur apprendre à apprendre, puisqu'aujourd'hui on a l'accès à l'information grâce à Internet, et donc il n'y a plus aucune utilité d'avoir un apprentissage, comment on dit, horizontal, non, vertical, pardon, vertical. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'apprendre aux enfants à les préparer à s'adapter au nouveau monde. Aujourd'hui, ça va tellement vite que tous les 5 ans, euh, le monde se renouvelle. Les savoirs d'aujourd'hui sont déjà obsolètes dans 3 ans. Donc ça n'a aucune utilité, en fait, mis à part ce qu'on appelle la pédagogie de base, c'est-à-dire apprendre à compter, à lire, le basique,
qui vous permettent de pouvoir ensuite utiliser votre matière grise. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apprendre aux enfants à s'adapter et à critiquer, à réfléchir et puis apprendre à apprendre en permanence. Donc les nouveaux modèles d'éducation, donc la classe inversée, les classes mixtes, le 100% ligne, mais aussi l'approche aussi par rapport à l'école. Où au Canada, on a par exemple des écoles qui vous proposent un aménagement complètement différent, où il n'y a pas du tout de cloison, il n'y a pas de clôture, ce ne sont que du matériel amovible et l'école est en mouvement en permanence. Donc les murs se bougent, tout est sur roulette, les chaises se bougent, les tables également. Et on ne travaille que sur des projets. Il y a des écoles aux États-Unis qui proposent, si vous voulez des noms, je vous les donnerai, j'ai des références, qui proposent de ne travailler que sur des vrais problèmes de société. Donc ça engage plusieurs matières, mais on ne travaille que sur des problèmes concrets qui existent. Donc c'est toute une approche en fait, toute une manière de réfléchir l'école complètement différente qui fait que déjà on propose aux élèves de se projeter dans une future vie. Dans une future vie parce qu'on leur propose de travailler ensemble, donc travailler sur projet, de travailler dans des environnements qui sont en mouvement. Donc on n'est pas figé, on n'est pas dans un tableau figé, une forme de sécurité imposée qui ne sert qu'aux professeurs finalement. Et on leur propose également de travailler sur de la réalité. Donc déjà, ça, c'est une forme de projection, c'est une forme d'initiation au monde qui les attend. Donc c'est une approche pédagogique qui permet un premier pas vers l'initiation. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme... qui pourrait les conseiller? Alors les conseillers d'orientation aujourd'hui, pas vraiment. Ils sont formatés à l'éducation nationale, qui est calquée sur un modèle archaïque, qui formait les agriculteurs à devenir des bons ouvriers d'industrie, mais qui ne forment pas aujourd'hui les jeunes à devenir les travailleurs de demain, en fait. On n'est plus du tout dans le même schéma. Qui pourra les aider d'autres? Tu me disais les parents. Oui, les parents, je trouve que c'est très important. Il y a eu un modèle expérimental aux États-Unis où on a décidé d'impliquer réellement les parents dans le cursus d'éducation. Donc, deux formats. Il y avait la rencontre du professeur avec chaque parent d'élève, où le professeur prenait en fin de journée un temps pour aller visiter les parents dans leur environnement, ce qui permettait au professeur de comprendre d'où vient l'enfant, où est-ce qu'il vit, de manière à prendre en compte ces éléments-là. Lorsque l'enfant en classe peut-être est perturbé ou a des difficultés ou n'a pas fait ses devoirs, le fait qu'il y ait un vrai lien entre le professeur et la famille permet de dégager déjà tous ces questionnements, tous ces doutes qui pourraient subsister, qui ne permettent pas de comprendre l'enfant. Et ensuite, il y a un autre modèle où on implique vraiment les parents dans l'école et où on leur donne un rôle, un vrai rôle. Et donc, il y a un planning, hein, à tour de rôle, les parents participent à la classe une demi-journée en matinée avec l'enseignant, en accompagnant l'enseignant sur des demi-journées d'apprentissage avec les enfants. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que c'est un vrai choix, c'est une volonté. Si on se dit, bah voilà, peut-être dans l'année, 3 ou 4 matinées, je suis désolée, voilà, c'est rétabli, ça a un petit peu coupé. Donc voilà, ça c'est une approche, le fait de se dire, moi en tant que parent, je m'implique dans l'éducation de mon enfant et je décide de consacrer 4 demi-journées dans l'année à me rendre à l'école pour participer à la classe et pour m'impliquer dans l'apprentissage de mon enfant et des enfants qui l'accompagnent tout au long de cette année. Grazia, comment tu vois le rôle de l'éducation nationale dans ces passages? Je pense qu'il a un rôle, vu que c'est lui qui régit l'éducation de nos enfants, je pense qu'il a un rôle primordial, celui déjà de prendre conscience que le monde a changé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France aujourd'hui, combien d'écoles mettent à disposition des ordinateurs? Mais quasiment pas. C'est-à-dire que on n'a pas. Alors aujourd'hui, l'argument, c'est effectivement, ça coûte cher d'équiper toutes les écoles avec un ordinateur par personne. C'est un budget colossal, et alors que quand même, ça fait
plus de 10 ans qu'on aurait déjà dû basculer dans l'ère numérique à l'école. Et ben, par exemple, au Canada, il y a ce qu'ils appellent le BOID, enfin on prononce ça BOIDI. BOIDI, c'est un système de se dire que chaque enfant vient à l'école avec son matériel, donc son téléphone portable ou son ordinateur. Et du coup, c'est une approche qui permet tout de suite de rentrer dans le monde du numérique sans se poser la question qu'effectivement l'école n'a pas le budget pour investir, pour acheter. C'est pas grave, ben, on commence par le commencement. Ceux qui ont la possibilité d'avoir leur propre matériel, leur téléphone portable ou leur ordinateur, les ramènent. Et ensuite, l'école peut-être met à disposition quelques ordinateurs pour les enfants qui n'auraient pas les moyens de s'en acheter. Mais on n'attend pas. On n'attend pas d'avoir la solution parfaite. C'est-à-dire qu'on commence à faire des propositions avec l'existant. Et l'existant, bah, c'est OK, bah, tu as un portable ou tu as un ordinateur, viens avec et on va travailler avec. Donc, le rôle de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est vraiment de se remettre en question et de prendre conscience du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a basculé dans une ère numérique, on ne peut pas faire autrement. Le monde de demain est un monde d'intelligence collective, mais connective, comme dit Vincent. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager l'éducation et l'apprentissage sans passer par l'ère numérique. Et on ne peut pas l'envisager non plus par rapport à mon sujet, parce que j'ai l'impression que je m'égare parfois, je m'éloigne de mon sujet, du passage initiatique. Je pense que le passage initiatique, c'est dans un premier temps créer le contexte actuel de la vie d'aujourd'hui à l'école pour les enfants. Parce que quand on sort de l'école et qu'on se retrouve dans le monde réel, enfin, on bascule dans un autre monde. Quand on n'a pas eu du tout accès à un ordinateur et que après ses études, enfin, ne serait-ce qu'après le bac, on se retrouve à rentrer dans une entreprise. Quelle entreprise aujourd'hui n'a pas besoin que son employé sache utiliser un ordinateur pour travailler? Donc c'est d'abord l'éducation nationale, c'est d'abord recréer le contexte, les conditions qui sont en lien avec la vraie vie professionnelle. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience que... Ah voilà, on était coupé. C'est qu'aujourd'hui, l'école ne sert pas, on ne doit pas tout miser sur le savoir. On appelle ça, je crois qu'il y a eu... j'ai entendu ça la dernière fois. On est dans un ère de la théorie du capital humain qui est donc calquée sur le modèle des connaissances et du savoir, et on doit basculer vers la théorie du signal, donc qui, elle, est calquée sur les capacités et les compétences. Donc aujourd'hui, proposer aux enfants de se réaliser en allant vers un travail passion, c'est leur permettre d'accéder à leurs capacités et leurs compétences qui ne sont pas uniquement régies par le savoir, mais qui sont régies aussi par tout ce que peut porter un humain comme qualité, donc le savoir-être, l'intelligence émotionnelle, le degré d'empathie, la capacité d'adaptabilité, de curiosité, de créativité. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas du tout pris en compte aujourd'hui à l'école, qui ne permettent pas non plus aux enfants de s'exprimer et de comprendre qui ils sont et vers quoi ils vont. On est formaté, on est figé dans de la théorie du savoir, donc qui ne donne la chance qu'aux gens qui auront la chance d'avoir le niveau et qui pourront aller jusqu'au bout pour ensuite pouvoir se réaliser. Je ne sais pas si j'ai l'impression que parfois je m'égare un petit peu du sujet. Je ne vois pas les commentaires. Alors Vincent, ok. C'est bien qu'il y ait ces approches dans d'autres pays, mais comment faire ici? Alors, comment faire ici, hein, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du colibri et de la petite goutte d'eau. Bien sûr, on ne pourra pas tout changer d'un claquement de doigts. Il y a énormément d'initiatives qui essayent d'émerger. Je pense à l'école de la fille de Pierre Rabhi.
Je pense aussi à, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle l'école dynamique qui a ouvert à Paris. En fait, c'est l'implantation de plein d'alternatives à l'école qui vont pouvoir susciter l'intérêt des gens. C'est l'intérêt des gens qui va susciter l'engouement et c'est peut-être l'engouement qui va susciter peut-être et interpeller la curiosité de l'éducation nationale pour pouvoir ensuite le tester et ensuite l'étendre. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Vincent, pense à partager, ok. Grazia, le mouvement dans l'école comme dans la vie. Oui, apprendre le mouvement en le vivant, essentiel. Oui, je pense qu'on ne peut pas apprendre... euh, enfin, comme d'ailleurs tu avais dit dans ton DT sur la liberté, que l'amour était... et c'était un mouvement, c'est exactement ça. Je pense que nous ne sommes que mouvement. Et donc tous nos actes posés sur cette terre et toutes nos pensées qui les accompagnent ne sont que mouvements. Donc le mouvement dans l'école, c'est comme dans la vie, c'est pareil. Béatrice, ces approches sont proposées par qui? Des assos? Alors oui, alors moi je travaille pour une association qui s'appelle Révèle, qui a essentiellement axé une approche pour les filles, les jeunes filles. Ensuite, il y en a plein d'autres qui permettent, qui s'ouvrent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vague, puisqu'on sent que ça n'a pas existé à notre époque, donc il y a des vagues de solutions qui vont exister à tout âge. Donc, je pense par exemple à une association qui s'appelle So Many Ways, qui propose un accompagnement pour les 20-30 ans, justement pour aller à la quête sous forme d'ateliers répartis dans le temps, pour aller à la quête de soi et comprendre ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense à des modèles comme Ticket for Change, pour ceux qui connaissent, porté par Mathieu. C'est une aventure qui est proposée une fois par an. Pendant 10 jours, ils partent à 50 dans un car, faire le tour de France et aller rencontrer des gens inspirants. Ils ont, je crois, entre 20 et 30 ans aussi, issus de tout milieu. L'idée, c'est d'être inspiré pendant 10 jours en faisant des rencontres magnifiques avec des gens et en revenant avec l'idée d'un projet à poser et à faire émerger pour un projet qui va les permettre de s'inscrire dans le monde et de changer le monde. Je pense aussi à un nouveau mouvement, je crois que ça s'appelle Switch Challenge. Donc c'est des gens qui viennent témoigner comment ils ont switché, comment ils ont basculé d'une vie de cadre supérieur à chef cuisinier parce qu'ils ont eu le déclic et qu'ils ont pris le risque de changer complètement de vie, de ne pas rester coincé dans la sécurité. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, j'en connais d'autres, mais ça, c'est ceux qui me reviennent en tête. Donc ces approches proposées par qui, voilà, je pense que j'espère avoir répondu, Béatrice, un peu à ta question. Euh, Damien, bonsoir. Grazia, ne pas attendre la solution parfaite, commencer par l'existence. Elisabeth, faut-il attendre que l'éducation nationale agisse? Ne peut-on pas penser l'école différemment sans compter sur l'éducation nationale? Si, tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des gens qui mettent en œuvre. Bon, mis à part tout ce qu'on connaît déjà d'écoles alternatives, de Montessori, Steiner, Freinet, qui sont des écoles privées, donc bien sûr payantes, qui existent. Il y a des mouvements qui commencent à s'installer. Donc, je crois que c'est l'école dynamique, si je ne dis pas de bêtises, qui a un vrai mouvement. C'est très intéressant, je ne sais pas si vous pouvez aller regarder, mais parce qu'il y a, alors là, pour le coup, il y a vraiment l'implication des parents. Enfin, c'est un projet très, très intéressant. Je n'ai pas trop les détails en tête pour vous en reparler. Il faudrait que je me replonge dessus, mais euh, pour repenser l'école différemment, je pense qu'il faut se réunir en petits groupes, avoir la même volonté, monter un projet et le faire vivre. Et il n'y a que par l'existence de petits projets que le changement va pouvoir arriver. C'est un peu comme ce que je vous ai lu tout à l'heure en début d'été, le texte Ken Robinson. C'est vraiment ça l'idée. C'est le mouvement commence... je ne sais pas comment, si on voulait être poète, il y aurait sûrement quelque chose à dire. Je ne sais pas, commence par un bruissement d'ailes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Béatrice, on est figé dans la théorie du savoir qui ne donne la chance qu'aux gens qui ont le niveau. Oui. Grazia. Béatrice, j'ai la sensation
qu'au-delà des tentatives par-ci par-là, c'est la création d'écoles privées qui aura changé la donne. Je me demande à quel point. Ah oui, mais j'ai pas la suite. Pourquoi? Je suis désolée, en fait, j'ai pas accès à la suite de ton message. Oui, Ticket Change, tu connais, bah voilà. Ça fait 3 ans que ça existe. So Many Ways. Sarah, oui, j'ai connu Ticket for Change par Sofiane. Le garage solidaire, très inspirant, oui, tout à fait. C'est aussi un modèle intéressant, l'approche du... En fait, moi, vraiment, si, pour les gens qui s'intéressent à l'économie solidaire et sociale, c'est un mouvement parallèle à l'économie capitaliste et libéraliste. C'est aujourd'hui, c'est comment faire du business, finalement, en prenant en compte l'humain, l'environnement, donc sans lui nuire. Hein. C'est-à-dire que quand on peut faire de l'argent sans nuire à l'être humain et à la planète Terre. Donc l'ESS, vraiment aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, où dans toutes les thématiques possibles et imaginables, il existe des solutions alternatives à ce qui existe, ce que proposent les entreprises, oui, les entreprises. Donc je trouve que voilà, c'est très positif. Il se passe vraiment des belles choses. Alors c'est un peu un microcosme pour les gens qui sont en dehors de ce milieu-là. C'est un réseau où il faut. Mais une fois qu'on se plonge dedans, on fait de magnifiques découvertes. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller sur des plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule, qui sont des plateformes de financement participatif, où là, on découvre énormément de projets de SS, des gens qui ont envie de faire grandir leur projet en sollicitant la participation financière des autres. Et la plupart du temps, ce ne sont que des projets solidaires et sociaux. Et donc, l'éducation en fait partie. À l'intérieur, il y a énormément de projets en lien avec l'éducation. Béatrice, Ticket for Change a vocation d'aider les jeunes vers l'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment réveiller la fibre entrepreneuriale de la jeunesse. Bon, il y a tout un courant où on voudrait emmener tous les jeunes vers l'entrepreneuriat. Je suis pas très pour ça. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat. C'est pas la réponse de demain. C'est parce qu'il y a il y a un mouvement qu'on appelle la geek economy, qui est celle de se faire payer à la tâche. Donc, on voudrait que tout le monde devienne auto-entrepreneur ou entrepreneur ou freelance même. Il y a un grand mouvement comme ça. Je pense que la place du salarié n'est pas mort. Je pense que il y a encore de la place pour rester salarié. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de particulier qui n'est pas adapté à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment une envie, une volonté. C'est dur. Ça demande énormément. Tout le monde n'a pas les capacités déjà de le faire, l'envie et la volonté. Donc, Ticket for Change, c'est inspirant pour les jeunes. Ça les emmène vers l'entrepreneuriat. En tout cas, ce qui est intéressant chez Ticket for Change, c'est que ça leur donne envie de faire des choses. Et ça leur donne confiance pour faire les choses. Elisabeth, ces systèmes éducatifs alternatifs peuvent-ils être substitués à l'école? Oui, bah, au-delà de substituer, je dirais que ça pourrait être tout simplement l'école. Voilà, c'est ça l'idée au final. C'est que ça devienne ça l'école. Et que ce ne soit pas une alternative. Aujourd'hui, on ne peut parler que d'alternative parce qu'on est obligé de faire à côté. Donc, il ne faudrait pas que ça se substitue à l'école, il faudrait que ça devienne l'école. Quand on voit l'émergence de la part éducative de ce qu'offre Internet avec les plateformes en ligne de MOOC ou de e-learning, on est déjà dans une autre forme d'école. Qui a une ampleur incroyable. En France, c'est pas très. Je trouve que on n'est pas encore super développé. On a quelques plateformes comme 360 Learning ou la plateforme Fun ou Coursera qui est très connue en France. Mais c'est minime par rapport aux millions d'internautes qui se connectent chaque jour sur Khan Academy, sur Udacity. Qu'est-ce que j'ai en tête d'autre sur Building, voilà, il y a des, quand je vous dis des millions, c'est des millions de gens aujourd'hui qui ne pensent l'école qu'à travers des plateformes numériques. Et même, il y en a une qui est super sympa pour les jeunes, ça s'appelle brillant.com. C'est pour les moins de 18 ans qui s'amusent à résoudre des problèmes mathématiques super compliqués. Et ils ne sont que dans ça. Donc voilà, alternatif, oui, pour que ça devienne l'école de demain.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grazia, école dynamique, une école démocratique libérée des programmes, emploi du temps et classe d'âge. Oui, exactement. Alors, il y a encore d'autres éléments à l'intérieur de cette école dynamique, mais c'est ça, en fait, c'est aujourd'hui repenser l'école non pas par âge, mais par niveau de compétence, enfin, niveau de capacité ou de compétence, c'est un peu compliqué à... C'est-à-dire on est plus dans l'âge, où on n'est pas dans ce modèle-là de, on a tous le même âge, on est dans la même classe et on suit le même niveau, mais plus on a des centres d'intérêt et donc du coup on se regroupe par centre d'intérêt et on va vers l'apprentissage en groupe de gens qui ont envie de faire la même chose. On n'a pas, euh, on est dans la dynamique aussi du numérique, c'est-à-dire où on veut, quand on veut et ce qu'on veut et au rythme qu'on veut. Donc effectivement, il n'y a pas d'emploi du temps. Si j'ai envie d'apprendre 12 heures et si demain j'ai envie d'apprendre que 3 heures, c'est OK. Et on n'a pas de programme, effectivement, on travaille sur des projets. Donc en fait, c'est ça, c'est toujours l'apprentissage orienté projet pour donner du sens. On travaille pas, on n'apprend pas bêtement. On apprend en faisant. Ce qui est d'ailleurs, je crois, la devise de... euh, je ne sais plus qui, mais bon, pardon. Elisabeth, non, ça c'est pas pour moi. Béatrice, l'éducation nationale, il faut que je regarde l'heure, hein, oui. L'éducation nationale est figée, elle ne bougera pas assez vite, pas assez pour un enseignement et une orientation de valeur. Alors, bah, effectivement, on pourrait rester sur ce pessimisme, mais j'ai envie d'être beaucoup plus... Je pense que nous, en tant qu'adultes, bah, notre vrai pouvoir et notre vraie responsabilité, c'est ce qu'on va mettre, c'est ce qu'on va donner comme pouvoir à nos politiciens pour qui on va voter, qui on va mettre en place. Enfin, aujourd'hui, je pense que l'éducation nationale est régie par l'État, l'État est dirigé par un président. Nous, notre pouvoir aujourd'hui, c'est de décider qui on veut mettre à la tête du pays pour réfléchir l'éducation nationale différemment. Donc ça ne bougera pas. Je préfère être plus optimiste, me dire ça prendra du temps, mais forcément ça bougera et je pense qu'il n'y aura pas le choix. Voilà, il n'y aura pas le choix. Euh, Samira, complètement d'accord avec toi. Tous ne sont pas faits pour être à son compte. Le salarié, j'y crois, mais il faut changer les entreprises. Merci de le... Et je vois pas la suite, c'est bizarre. Donc effectivement, oui, je pense qu'on n'est pas tous faits pour être patron et que l'existence du salarié a encore sa place, mais différemment. Je pense que oui, effectivement, il faut penser le travail et l'entreprise autrement, donc la place du salarié et le rôle du salarié différemment. Mais tout le monde ne doit pas forcément être patron, heureusement. Elisabeth, travail, passion, c'est un peu être son propre patron. Alors, oui, ça dépend en fait comment on définit travail-passion. Moi, quand je parle du travail, en fait, je le distingue tout à l'heure, je le disais dans mon annonce, de l'emploi. Aujourd'hui, on a, ben, je pense, une vraie confusion entre ce qu'on appelle travail. Moi, quand je parle de travail, je parle de travail-passion, je parle de travail-passion dans le sens de l'art ou de l'artiste, tu vois, le créateur, celui qui crée quelque chose et qui s'investit corps et âme, sans compter. Il y a un truc de cet ordre-là. Est-ce que ça veut dire qu'on est son propre patron? À un certain endroit, oui, parce que je suis maître de ma création. Mais ça ne veut pas dire que socialement, je suis patron administrativement. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'est propre à moi, dont je suis le seul maître et qu'on ne peut pas m'enlever et qu'on ne peut pas m'imposer. Donc je ne sais pas si je réponds bien, Elisabeth, dis-moi, mais ou si tu veux qu'on aille plus loin dans ça, mais Grazia, je suis d'accord avec toi, nous avons tous notre chemin et pas un chemin univoque. Oui, tout à fait. Je pense que ben, il y a autant de chemins que d'êtres humains et c'est ça qui fait la beauté, c'est ça qui peut faire la beauté de notre monde et c'est vers ça qu'il faut tendre. Je pense qu'on est resté figé trop longtemps là, plus d'une centaine d'années sur un modèle uniforme, conventionné, fade et sans goût, euh, qui n'a pas permis vraiment,
ça n'a pas permis à l'être humain de s'épanouir et d'atteindre finalement son potentiel. C'est ça aussi, c'est d'accéder à son plus, enfin, ouais, à son plus haut potentiel pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Euh, je ne sais pas si ça te va comme réponse. Elisabeth, donc tu parles Elisabeth. Béatrice, oui, pas d'emploi du temps. Apprendre à son rythme avec motivation, intention, sens et vision. Tout à fait d'accord. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça l'école de demain. Mais donc, je me suis un peu égarée parce que j'étais quand même partie sur l'idée qu'il faut peut-être proposer une sorte de rituel initiatique pour passer de l'adolescence à l'âge adulte et donc de passer de l'apprentissage au travail passion. Mais je vais finir de lire ce que vous m'écrivez. Grazia, incroyable la résistance de l'école à l'ère nouvelle. Alors que tout change, comment peut-on imaginer que l'école puisse rester dans des... Mais c'est dingue, pourquoi je ne peux pas lire la suite de vos messages? Je suis désolée. Alors, incroyable de la résistance. Oui, oui, il y a une forme de résistance, mais c'est normal parce que ça vient chercher un endroit où on vient déstabiliser une forme de vérité établie, quelque chose d'inébranlable qu'on n'a pas envie de toucher parce que c'est comme un château de cartes en fait. L'éducation, c'est une carte sensible. C'est une carte que si tu la pousses, tout peut s'effondrer et tu changes tout en fait. C'est la base. Tu peux faire effondrer un modèle entier. C'est apporter une nouvelle voie, un nouveau modèle pédagogique, c'est remettre en cause et ébranler tout le reste de la société. Donc, mais effectivement, on ne peut pas imaginer que ça reste quoi, et que ça ne change pas. Là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, et je pense que ça peut pas se faire tout seul. Faut l'implication des parents, je pense qu'il faut l'implication de tous. Même des patrons, d'ailleurs, c'est rigolo. Je sais plus son nom, je crois que je me l'étais noté quelque part, que je vous dise pas de bêtises. Mince, comment il s'appelle? Je m'étais noté ça de côté. Bon, je suis désolée. Je sais pas où je l'écris. C'est un Américain qui a réalisé une étude, qui a écrit un bouquin ensuite derrière, où il a évalué la différence entre l'apprentissage à l'école et il a été interviewé des centaines, des milliers de patrons pour voir ce qu'ils attendaient de leurs futurs employés. Et donc il a fait un comparatif. Il s'est rendu compte de l'écart, c'était tellement dingue. Il a écrit un bouquin, mais de Advancement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il en a un deuxième, ça s'appelle Seven Survivor Skills. Celui-là, c'est sûr. D'ailleurs, tous les managers aux États-Unis l'ont sous le bras. C'est un livre qui les accompagne, qui leur permet de vraiment prendre les bonnes décisions de management et d'accompagner comme il faut et de pousser au maximum de leur potentiel leurs équipes. Mais l'autre, il est super intéressant. Mais je me souviens plus, je suis désolée. Incroyable. Grazia. Elisabeth, j'aime ta réponse sur le travail passion. Merci Elisabeth, c'est cool. Béatrice, oui, on peut faire changer un modèle entier, mais c'est sans doute cela qu'il nous faut changer, le modèle actuel qui est obsolète. Je pense qu'il faut, avant de changer le modèle, il faut changer les mentalités. Je crois que c'est le dernier commentaire. Si on arrive à changer les modalités, on arrive à changer. Tu sais, je crois qu'il y a un proverbe qui dit fais attention à tes pensées, elles deviennent des actions. Fais attention à tes actions, elles deviennent ceci, cela. C'est un peu ça en fait. C'est d'abord on change les mentalités, ce qui nous permettra de changer l'action. L'action nous permettra de déclencher la révolution. Et la révolution nous permettra d'aller vers l'innovation. C'est un peu ça, le chemin que j'imagine. Je ne sais pas si ça te va, Béa, comme réponse. Et il est 46, donc je crois qu'il me reste 9 minutes, quelque chose comme ça. Il va falloir accompagner le changement, je m'inscris. Ok, bon, alors créons un groupe.
euh, un mouvement, voilà, pour le changement vers une nouvelle éducation, vers des parcours initiatiques. En fait, j'ai envie que ce soit ça l'école. J'ai envie que l'école, ce soit un parcours initiatique. Ce serait tellement formidable de pouvoir offrir ça à nos enfants, que ce soit vraiment, ouais, je sais pas, c'est ça. Je crois que ça résume bien en fait mon idée. Faire de l'école un parcours d'expérimentation initiatique. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut se dire encore? Je suis désolée, c'est mon premier d'été. Je sais pas si c'était pas trop. Qu'est-ce que tu m'as dit, Tony Wagner? Oui, exactement ça, Elisabeth. Merci beaucoup. Donc, Tony Wagner, l'auteur de Seven Survival Skills, et qui a fait l'étude entre les comparatifs entre ce qu'on qu'attendent les patrons de leurs futurs salariés. Merci beaucoup de m'avoir retrouvé le nom. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Grazia. L'apprentissage dans le vrai sens du terme. Oui, je ne sais pas si. Qu'est-ce que tu voulais que je réagisse à ça? Pardon. L'apprentissage dans le vrai sens du terme ou c'est juste tu réagis à quelque chose? Sarah, la conduite du changement. Je suis désolée, je mets mon doigt à chaque fois devant la caméra. Ah, désolée, je crois qu'on a été encore un petit peu coupé. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Hop. Béatrice, on crée une asso, les chemins initiatiques. Eh ben, il y a là, j'ai envie de te dire, hein? Les chemins initiatiques, et puis on réfléchit ensemble, voilà, quels sont tous les parcours initiatiques qu'on pourrait inventer aux différents âges de nos enfants pour leur permettre d'être au maximum de ce qu'ils pourraient donner, être dans la vie, à arriver à l'âge adulte, et pour en faire des adultes épanouis. Ok, c'est parti. Béatrice, toi tu parles à Sarah. Elisabeth, et concrètement, qu'est-ce que ça donnerait une école sous forme de parcours initiatique? Eh ben, réfléchissons ensemble. Je trouve que c'était une bonne question, Elisabeth. Euh, je pense qu'on pourrait y mettre plein de choses. Déjà, je pense que c'est une école qui prendrait en compte le corps. Parce qu'aujourd'hui, le corps est complètement ignoré. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos enfants, leur corps n'existe pas. Alors que c'est vraiment l'âge où il faut vraiment explorer ce qu'on ressent, les émotions, euh, c'est où que ça fait mal, c'est où que ça fait de la résistance. Donc je pense qu'une école initiatique, elle impliquerait pas que la tête, elle impliquerait aussi le corps. Tu sais, il y a des modèles, je ne sais pas si tu connais là le plus petit pays au monde, oh mince, bon, vous devez savoir, le nom m'échappe, où ils ont des modèles d'écoles empathiques, donc c'est l'école du bonheur, entre guillemets, où on leur apprend l'empathie, on leur apprend ce que c'est une émotion, quelles sont les différentes émotions, on leur apprend la bienveillance, le partage, donc il y a tout un... Dans l'initiatique, l'initiatique, ça veut dire on prend en compte déjà l'humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il est, dans son corps, dans ce qu'il vit. Et ça, on le prend en compte. On prend pas l'école, c'est pas, ça sert pas que à apprendre. En fait, ça sert pas que à se bourrer d'informations à mettre dans son cerveau puis à recracher débilement lors d'un examen juste pour dire ah, bah, j'ai une super mémoire moi. Moi j'ai un cerveau plus gros que le tien. Euh, tu pourrais nous faire rêver avec ton modèle? Qu'est-ce que tu as en tête? Bah alors, si tu veux, parce que là, il me reste que 4 minutes, je veux bien refaire un autre DT, je vais réfléchir, et je referai un autre DT où je vous ferai une vraie proposition d'école initiatique, et puis bah, on en reparle ensemble, et puis vous mettrez vos ingrédients, puis on fera une super recette d'école initiatique. Béatrice, oui, le corps, cœur, tête. Oui, c'est ça. C'est un peu, tu vois, c'est l'esprit, le corps et le cœur. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est très connu, mais du coup qu'on oublie, mais qu'il faudrait mettre à toutes les sauces, à tous les moments de sa vie. Grazia. Le corps est contrôlé malheureusement, ignoré mais contrôlé, d'où le paradoxe. Le corps est contrôlé par qui? Bah, là, pour le coup, en tout cas, je sais pas, Grazia, si tu me parles, il est contrôlé, c'est-à-dire
par l'éducation nationale. Enfin là, pour le coup, on était en train de parler de l'école et de la non prise en compte du corps à l'école, du corps de l'enfant. Je ne sais pas de qui tu me parles quand tu dis qu'il est contrôlé. Je suis désolée. Grazia, initiatique en tant qu'apprentissage de vie. Tout à fait. C'est ça. Ce n'est que ça. Béatrice, pour une éducation holistique. Oui, parfaitement. Mais je pense qu'il y a eu dans un autre monde, une autre époque, ça a existé. Ça a existé. Il faudrait que je me pense sur la question, mais je pense qu'il y a déjà eu ce genre d'école. L'école dans ce schéma-là a déjà existé, mais on nous l'a fait oublier pour mieux nous contrôler. Peut-être que c'est ça que tu voulais dire, Gracia. Il nous reste 3 minutes, donc si vous avez encore 2-3 échanges, corps contrôlé, un autre sujet de DT à venir. D'accord, bah, c'est toi qui le fais. Comme ça, on crée le fil rouge, puis on fait des liens d'un DT à un autre. Merci pour tous vos petits cœurs et vos likes. On n'était pas très nombreux, mais tant mieux, comme ça m'a permis aussi de pouvoir gérer, parce que si ça avait été très vite, ça aurait été un peu compliqué pour une première fois. J'espère que ça a été, que je me suis pas trop perdue dans le fil de la discussion et que ça permettra d'ouvrir à d'autres réflexions. Donc je note pour la prochaine fois quelle serait l'école, à quoi ressemblerait une école initiatique. Ok. Merci Béatrice, c'est gentil. Donc voilà, je pense qu'il y a un autre DT qui va pas tarder à suivre sur le thème du travail. Éventuellement, ce sera un thème sur lequel je reviendrai. Là, j'en ai pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Merci Elisabeth. Merci. Bon, tant que je me suis pas foutue